Je suis en train de Bonjour d'abord, je suis en train de télécharger le document que nous allons partager ensemble. J'espère que vous m'entendez. Vous pouvez intervenir si vous voulez. On est en contact. Vous pouvez donc, la demande de parole est activée. Vous pouvez donc poser vos questions. J'attends juste le téléchargement du document pour pouvoir démarrer le cours. On va démarrer tout de suite. Donc, par rapport à la dernière fois, on a traité les indices. J'attends juste le téléchargement du document que nous allons partager ensemble en statistique. Alors, la dernière fois, on a vu les indices. On a commencé par les indices simples, c'est-à-dire les indices élémentaires, c'est déjà fait. On a vu la définition de l'indice, quelle était sa définition. On a vu aussi les propriétés des indices élémentaires, qui sont la réversibilité, la transitivité et le produit et la division. Ça, ce sont les propriétés des indices élémentaires. Alors, aujourd'hui, on va faire les indices synthétiques. Alors, on va partager le document tout de suite sur la statistique. Alors voilà, on va pouvoir donc voir ensemble le cours. Il est devant vous, je pense, actuellement. Alors, on va aller à la page. Alors, je dois aller vers la page. Je suis en train de parcourir les pages. Vous attendez quelques petites minutes pour aller vers les indices. Alors, les indices, c'est vraiment vers la fin du cours presque. Alors, on doit aller vers les indices synthétiques. C'est la deuxième partie concernant les indices. On a déjà vu les indices simples, ou bien qu'on appelle élémentaires. Aujourd'hui, on va voir les indices synthétiques. Synthétique, ça veut dire on va prendre en considération deux variables qui représentent généralement le prix et la quantité. On est sur le point d'arriver vers ce cours-là.
à la page 53. On doit aller au-delà de la page 53. Alors, voilà, la partie sur là où il y a les indices, c'est là. Alors, voilà, les indices élémentaires, c'est déjà fait. Les indices élémentaires, on les a déjà fait la dernière fois. Vous voyez, regardez le plan. Je reprends avec vous. On a vu regarder ce plan-là, après le chapitre 1, les indices. Il y a les indices élémentaires, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Aujourd'hui, on va voir les indices synthétiques. Et notamment, on va voir l'indice de Laspers et de Patch, ainsi que l'indice de Fischer. L'indice de Fischer, il se déduit de Patch et Laspers. Alors, tout ça, c'est déjà fait. Alors, les indices élémentaires, voici leur formule. On l'a vu la dernière fois, la semaine dernière. C'est la variable de x à la période t sur la valeur de x sur la période 0. Alors, la variable t, la période t, c'est la période actuelle. La période 0, c'est la période antécédente. Je vous donne un exemple. Par exemple, t, c'est 2020. La période précédente, ça peut être 2019, ça peut être 2018, c'est-à-dire une année précédente. Ça peut être 18, 19, 17, 16. Donc, ça dépend des données de votre exercice. Et la valeur, l'indice, il est toujours, on le multiplie par 100. On trouve la valeur, on la multiplie par 100. Page suivante, tout ça, c'est fait la semaine dernière. Alors là, j'ai donné des exemples la semaine dernière. On a vu les propriétés des indices élémentaires, c'est déjà fait. Ils sont réversibles, ils sont transitifs. Et il y a aussi le produit en propriété. Il y a la division. Tout ça, c'est déjà fait. Alors, on commence les indices synthétiques. Les indices synthétiques, généralement, on travaille avec deux éléments. Alors, on va lire. L'indice synthétique sont considérés comme étant des résumés numériques de la série des indices élémentaires d'un ensemble fini, évoluant entre deux dates, une date de référence, c'est la date 0, et la date courante, c'est la période t. Alors, ces variables, on les exprime généralement par le prix. Le prix, on le note par P, et la quantité, on la note par Q. Les valeurs, on les note par le prix fois la quantité. Donc, dorénavant, dans les indices synthétiques, on travaille avec le prix qu'on note par P, on travaille avec la quantité qu'on note par Q, et on travaille avec les valeurs, c'est-à-dire quand on prend en considération le prix fois la quantité. On va voir des formules dans ce sens. Alors, on parle aussi de ce qu'on appelle un certain coefficient budgétaire. Le coefficient budgétaire, il est noté par C. C'est le prix fois la quantité d'un bien. Regardez la formule. C'est le prix. Alors là, c'est à la période de base, 0. La période de base. Soit on a la période de base, c'est la période précédente, c'est 0. Soit la même formule avec la période courante, c'est T. La même formule, on peut l'avoir sur deux périodes différentes. Soit la période 0, c'est la période de base, soit la période T, c'est la période courante. C'est la même formule, donc c'est sauf que la période qui change. Alors, le coefficient budgétaire, on le note par C. C'est le prix par la quantité d'un bien sur le cumul du produit par la quantité de l'ensemble des biens. À la même période, c'est la période 0. C'est la période de base. Alors, s'il vous plaît, bon, là, en termes, alors là, c'est en termes statistiques. Voilà la formule. Alors, c'est-à-dire, c'est la dépense d'un bien en une période 0 sur le total des dépenses des ménages sur la même période 0. Alors maintenant, reprenons la même formule, mais à la période courante, c'est-à-dire la période T. Regardez, c'est la même formule, c'est seule la période qui change. Au lieu d'avoir la période de base 0, on a la période T sur toute la formule. Prix fois la quantité à la période T sur le cumul ou bien la somme
de prix fois la quantité de l'ensemble des biens. Alors, on va faire un exemple. Alors, l'indice arithmétique pondération. Alors, on va voir cet exemple. Alors, il y a quelqu'un qui me pose une question. Vous pouvez la reformuler, s'il vous plaît, pour une personne qui m'a posé la question. Merde. Alors, je cherche juste à agrandir l'image. Je cherche juste à agrandir l'image, si j'arrive à le faire. Alors, on était... Je cherche vraiment à élargir. Alors, on s'est arrêté au niveau, ici, indice arithmétique pondération. Alors, on voit tout de suite qu'il y a un exemple. C'est un exercice assez développé. Je ne pense pas que je vais le faire avec vous. Il est un peu compliqué, on le laisse de côté. Je ne vais pas vous poser le jour de l'examen, ce genre de choses, parce qu'il est un peu compliqué par rapport à votre niveau. Je vais laisser tomber indice, l'arithmétique, pondération. Quelqu'un qui me dit, est-ce que c'est tout le monde? S'il vous plaît, j'ai deux ensembles. J'ai l'ensemble 3 et 4. Mais pour 3 et 4 qui sont concernés par mon cours. Mais pour ceux qui veulent se joindre à nous, ils sont les bienvenus. Quelqu'un qui me dit, est-ce que c'est un cours pour tout le monde? Moi, je lui dis, le document, il est enregistré. Quelqu'un qui me dit aussi, est-ce que je peux lui envoyer le document? Il est enregistré. Vous pouvez toujours vous joindre à cette session quand vous voulez, soit tout de suite, soit plus tard. Le document, il est enregistré. Alors, je pars vers les formules par rapport à l'indice de Patch et l'Asper. Je laisse tomber cet exercice, je ne vous donne pas le jour de l'examen, il est un peu compliqué pour vous. Alors, je vais vers l'indice de l'Asper et l'indice de Patch. Voilà ce qui m'intéresse, ce sont les formules qui sont là. Il va falloir retenir. J'ai du mal à faire agrandir la page. Alors, texte, non. Voilà, j'ai réussi. C'est pas mal. Alors, on va travailler ici par rapport à ça. Non. Alors, regardez. Voilà les formules. Il y a ces formules qui sont là. Il y a deux types d'indices. L'indice de l'Asper. L'Asper, c'est le nom de l'économiste qui a inventé cet indice-là. Il y a Patch, c'est aussi le nom de quelqu'un d'autre qui a inventé l'indice, qui a créé cet indice. Alors, pour chacun des deux auteurs, on a l'indice des prix et il y a l'indice des quantités. Alors, voilà, l'Asper, on le note par L. L'Asper prix, l'Asper prix, voilà sa formule, elle est là. On la note par l'Asper prix égale. Alors, normalement, je vais encore rétrécir les... Normalement, regardez la formule. L'Asper prix
de la période T par rapport à la période de base. C'est la somme des coefficients budgétaires qui multiplie. La formule, elle est un peu divisée en deux parties. Veuillez m'excuser. Normalement, c'est multiplié par l'indice des prix. Ce que vous avez là doit être ici normalement. C'est juste lorsque mon document a été transformé en PDF, il y a eu ce petit décalage. Mais normalement, c'est égal somme des coefficients budgétaires qui multiplie l'indice. Le I, ça c'est indice. C'est l'indice des prix de la période T sur 0. En fait, je parcours rapidement ces formules, mais je vous donne un autre tableau où les formules sont plus simples. Là, les formules sont en termes de coefficients budgétaires. Regardez les coefficients budgétaires ici. Il y a le coefficient budgétaire. Okay? Il y a aussi l'indice des quantités. Là aussi, on a des coefficients budgétaires. Vous voyez, partout. On va travailler sur celui-là. Les formules sont plus claires et plus simples. Alors, toujours l'indice de l'Asper, l'indice de Patch, il y a en termes de prix ou bien en termes de quantité. Alors, l'Asper des prix. Il y a l'Asper des prix, mais il y a aussi Patch des prix. Voilà la formule. C'est toujours par rapport à la période de base qui est 0. C'est la somme des prix par la quantité. Ici, la période T, ici, la période de base, et en bas, période de base. Patch des prix de la période T par rapport à 0, c'est toujours prix par la quantité de la période courante sur le cumul du prix par la quantité. Le prix par rapport à la période de base, mais la quantité, c'est par rapport à la période courante. Il en est de même. Vous faites une lecture verticale et horizontale. Regardez, c'est l'indice de l'Asper. L'Asper, voilà, c'est noté. Voilà que. Ici, là, c'est le patch, parce qu'on dit indice de patch. Patch des quantités. Par rapport à ça, patch des quantités, voilà la formule. Autrement dit, ce tableau-là, je peux aussi l'exprimer de cette manière. Là, c'est la manière la plus simple. Moi, je vous dis de retenir ces formules qui sont là. Au lieu de retenir ça, c'est un peu compliqué. Vous retenez ces formules. Moi, je vous demande d'encadrer ça en rouge. Et vous notez à retenir. C'est les formules avec lesquelles vous allez travailler dans un exercice que nous allons voir ensemble. S'il vous plaît, vous encadrez les formules qui sont là. Voilà les formules. Au lieu de travailler avec ce tableau qui paraît un peu compliqué, on va travailler avec ces formules. Voilà l'asper prix, patch prix, l'asper quantité, patch quantité. OK? Il faudra retenir. Alors 0, c'est la période de base. T ou bien 1, c'est la période courante. Dans tous les exercices, on vous donne deux dates. Une période de base et une période courante. Toujours, toujours, toujours. Dans tous les exercices, on vous donne deux périodes. Alors, peut-être qu'on a juste un exercice juste après. Voilà l'exercice. Un exemple. Alors, vous achetez, et vous avez trois biens que vous voulez acheter. Le pain, la viande, le ticket de métro. OK? On vous donne le prix et la quantité de l'année 79. Mais on regarde dans cet exercice, il y a deux dates. L'année 79 et il y a l'année 80. Vous voyez, il y a deux dates. Je vous ai dit qu'il y avait toujours deux dates dans chaque type d'exercice pour les indices synthétiques. Alors, 79, la période qui est ancienne, c'est toujours la période de base. La période courante, c'est l'année qui vient par la suite. Ça peut être 80, ça peut être 82, ça peut être 90, ça peut être l'année 2000. Donc, c'est toujours quelque chose de récent. Ce qui est ancien, c'est la période de base. Dans cet exercice, l'année 79, c'est l'année de base. 80, c'est la période courante. Alors, il faut que nous sachions lire les données. On a le prix de l'année 79, on a la quantité de l'année 79. Valeur en 79 est là,
Valeur, ça veut dire prix fois la quantité normalement. C'est le prix fois la quantité. Valeur, ça veut dire le prix fois la quantité de l'année 79. C'est-à-dire prix 79 qui multiplie quantité 79. Quand vous entendez le terme valeur, ça veut dire c'est le prix qui multiplie la quantité. Mais on vous dit tous les deux de l'année 79. C'est-à-dire le prix 79 qui multiplie la quantité 79. Ensuite, cette colonne, c'est le prix de l'année 80. Ici, c'est la quantité de 79. Attendez, je vois ce qui se passe. Il n'y a pas une erreur quelque part. Non, ça doit être ici. C'est doit être la valeur, c'est pas le prix. Valeur de 100, c'est par rapport à l'année 80. S'il vous plaît, vous rectifiez ici, c'est l'année 80. Parce que ça va être une répétition. On a déjà la quantité 79. Là, vous mettez quantité 1980, s'il vous plaît. Si vous avez un stylo, vous prenez un bout de papier, vous prenez la page ici, c'est la page 69. C'est la page 69. Vous mettez page 69. Vous mettez le tableau indice de l'asper, exemple de calcul, et vous mettez c'est la quantité de l'année 80 ici. Quantité de l'année 80. Enfin, ici, on vous dit valeur en 80 avec quantité de 79. Bref, on vous demande de calculer. Voilà, on a calculé ici un indice. C'est quoi? C'est l'indice de l'asper des prix. C'est l'asper des prix qui est égal à ça. Là, en principe, on a calculé ici l'asper des prix. Voilà comment. Alors, en fait, quelle formule on a utilisée? L'asper des prix de la période T par rapport à la période 0. L'asper prix, on revient sur la formule de tout à l'heure. Revenons sur les formules, voilà. L'asper des prix, voilà la formule. Voilà la formule qu'on a utilisée ici. S'il vous plaît, cette formule, prenez sur un bout de papier et c'est celle qu'on va appliquer sur cet exercice. On vous demande de calculer l'asper des prix. Calculer cet indice. L'asper des prix, T par rapport à 0. On a appliqué, reprenez cette formule sur un bout de papier. On va travailler sur cette formule. Alors, on va vers l'exercice. Alors, voilà, on a appliqué. Alors, d'après la formule, c'est sigma P1 fois Q0. Sigma P1 fois Q0, c'est le total qui est là. Voilà le total. Alors, valeur de 80, ça veut dire le prix de 80 fois la quantité de 79. Alors, le numérateur, ici, on a le sigma P1Q0, c'est le 4275 que je reprends ici. Je suis en train d'appliquer la formule P1Q0, le sigma, c'est-à-dire le total de la colonne, c'est celui-là. 4275, je le reprends et je le place ici. En bas de la formule, on vous dit sigma P0Q0. Sigma P0Q0. C'est le total qui est là. C'est-à-dire l'année 79. Quand vous entendez P0Q0, c'est l'année 79. Le total, le cumul, il est là. Je le reprends ici. Voilà donc l'asper des prix de la période T par rapport à 0. S'il vous plaît, je reviens sur la formule et j'insiste. C'est cette formule que j'ai appliquée qui est là. Cette première formule, on a cherché l'asper des prix. La période T dans l'exercice, c'est l'année 80. Période de base, c'est-à-dire l'ancienne période, c'est 79. Donc, c'est 80 par rapport à 79. Si je remplace ici, chaque fois que je trouve ici le T, c'est 80. Quantité 79. Ici, prix 79 fois la quantité 79. Mais quand vous regardez le cumul, le sigma, ça veut dire le total de toute la colonne.
Alors, c'est cette formule que j'ai appliquée. Je reviens sur l'exercice. Voilà. Et je multiplie par 100 parce que tous les indices, quand on calcule l'indice, on multiplie par 100. Ça nous donne 124,8. Alors, c'est presque. Alors, comment on peut interpréter ce résultat? Des fois, on vous dit interpréter. Alors, au-delà de 100, ce sont des augmentations. J'ai 124,8, 24,8, c'est presque 25. Donc, c'est une augmentation de 25%. Alors, on observe donc une augmentation des prix globale près de 25%. D'accord? Donc, voilà, si vous voulez, la formule que j'ai utilisée dans cet exercice-là. Bien. Alors, on continue. Ici, on vous demande de chercher par la suite. Alors, je regarde l'exercice. C'est quoi ça? Par rapport à ça, je reviens sur l'exercice. C'est la même chose. On a fait le même travail. On a cherché le patch des prix. Par la suite, j'ai cherché patch des prix. Il y a un autre exercice qui vient par la suite. Voilà les données. Je rétrécis l'image. Dans cet exercice, on a fait le même travail. Ce sont les mêmes données du même exercice. Vous voyez, le même exercice. Et on a cherché le patch des prix. On a cherché l'indice patch des prix. Voilà la formule patch des prix, sa formule. Le même exercice, les mêmes données. On a appliqué cette fois-ci cet exercice. On vous dit calculer l'indice concernant patch des prix. On a appliqué cette formule, patch des prix. Tout à l'heure, on a cherché l'asper des prix. Maintenant, c'est patch des prix avec cette formule. C'est le prix de l'année 80 fois la quantité de l'année 80 sur le cumul prix de l'année 79 fois la quantité de l'année 80. Donc, T, c'est 80, 0, c'est 79. Donc, il faut remplacer dans la formule les périodes par leur valeur. On va chercher, on va appliquer cette formule après application. Et si vous regardez votre tableau de calcul, vous trouverez ce résultat. Voilà le résultat. Vous appliquez, vous regardez votre tableau de calcul, vous divisez sigma P1Q1, ici c'est le sigma P1Q1 sur sigma P0Q1. Ça veut dire la formule. Vous regardez votre tableau de calcul et ça vous donne ceci. Bien. On passe maintenant vers un autre indice. On a terminé avec l'indice de patch et l'indice de l'asper. Alors maintenant, je passe vers l'indice de Fisher. Là, c'est très facile. L'indice de Fisher, je le note par F. Son nom, c'est Fisher. Je prends la première lettre, F. Fisher. T par rapport à 0. Tout simplement, c'est la racine carrée. Ici, la racine carrée de l'asper qui multiplie patch. Le Fisher, il se déduit de l'asper et patch. C'est la racine carrée de l'asper qui multiplie patch. D'accord? Alors, si je détaille, en termes de quantité, je dis l'asper quantité fois prix quantité. En termes de prix, ben je dirais c'est la racine carrée de l'asper quantité qui multiplie patch quantité. Dans le Fisher, il y a deux types. Soit vous l'exprimez la formule en termes de quantité, donc X ici sera exprimé en termes de quantité. Si on vous dit chercher Fisher des prix, eh bien, vous exprimez X, vous remplacez les X par la quantité, ici par les prix. D'accord? On peut décomposer la formule en deux types. Si on nous demande les quantités, je remplace X par quantité.
Mais si on me demande le prix, eh bien, je remplace le x par le prix. Et c'est à chaque fois la racine carrée du produit, je multiplie l'aspect par le prix. Dans les deux cas. Donc ici, les propriétés, on vous dit tout simplement, les trois indices ont les propriétés suivantes, c'est-à-dire patch, Lasper et Fischer. Quelles sont leurs propriétés? Premièrement, on vous dit, indice de Lasper et patch et de Fischer ne possèdent pas la propriété de circularité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La circularité veut dire ça. Ça veut dire la transitivité en d'autres termes. Alors l'indice T par rapport à 0, c'est T par rapport à T'. J'introduis une période intermédiaire, T'. C'est comme si je travaille sur 79, 80 et l'année 81. Et j'introduis l'année 80, c'est l'année intermédiaire. C'est la transitivité en fait, la circularité, c'est la transitivité. On vous dit, les trois indices ne vérifient pas la propriété de transitivité ou bien de circularité. C'est la première propriété. Elle n'est pas vérifiée. Ici, on vous dit l'indice de Fischer, c'est une autre propriété, il est toujours compris entre indice, entre l'asper et patch. C'est-à-dire quand vous calculez la valeur de Fischer, sa valeur, son indice, il est toujours compris entre la valeur de l'indice de l'asper et de patch, quelles que soient les données de l'exercice. Cette inégalité doit toujours être vérifiée. Bien. Indice des moyennes et moyenne des indices. Ça, c'est un autre élément de l'exercice, un autre exercice pour expliquer l'indice des moyennes. C'est vraiment le dernier paragraphe au niveau des indices. Vous devriez savoir comment calculer l'indice des moyennes et comment calculer la moyenne des indices. Ce n'est pas la même chose. Hein? L'indice des moyennes, c'est différent des moyennes des indices. Pour vous expliquer ceci, j'ai donné un exemple. On vous dit, on considère le prix de 4 biens. C'est comme si vous allez dans un marché, vous achetez la tomate, 1 litre de lait, vous achetez le thé et vous achetez la farine. Et on vous donne deux périodes. À la période 0, voilà leur prix, parce qu'on vous dit c'est le prix de 4 produits, le prix. Voilà le prix de ces biens en T0 et voilà le prix de ces biens en période T1. Deux périodes. Alors, je vous ai donné un tableau ici. Comment j'ai calculé l'indice des moyennes et comment j'ai calculé la moyenne des indices. Et vous allez voir que le résultat final n'est pas le même. C'est très différent. Dans les deux cas, c'est facile à calculer. Alors, regardez. Ici, on a cherché la moyenne, les moyennes. Première étape, on cherche les moyennes. Regardez. J'ai mis 2,5 plus 2,45. C'est ce que j'ai noté ici. La moyenne de la première ligne à la période T0. La moyenne des 4 valeurs. Ça m'a divisé par 4, ça m'a donné 7,98 dirhams. Ça, c'est la moyenne des prix pour la période T0. Ici, la moyenne des prix pour la période T1. C'est le même travail. 5 plus 8 plus 4 plus 3 divisé par 4. Ici. Ça m'a donné une certaine moyenne. Alors, je passe vers l'autre page. Non. Je reviens en arrière. Tout simplement. Alors, regardez. J'étais obligée de rétrécir la page, l'image, pour pouvoir avoir l'exercice en entier sur la même page.
Alors, c'est ce que j'ai fait, vous voyez. Alors, finalement, l'indice, ici, j'ai noté indice ici. L'indice est égal à quoi? J'ai divisé tout simplement la période T1 sur T0. T1, c'est 20, 75 divisé par le 7,98. Ça m'a donné l'indice et j'ai multiplié par 100. Ça m'a donné ce résultat. L'indice des moyennes. Quand on vous dit calculer l'indice des moyennes, je commence par calculer les moyennes de chaque période. Vous voyez, la moyenne des prix en T0 et puis la moyenne des prix en T1. Et puis je calcule leur indice, la période T1 sur T0, toujours sur l'année de base. Voilà, j'ai fait la division, j'ai multiplié par 100. Ça m'a donné ce résultat. Voilà comment on calcule l'indice des moyennes. Maintenant, la moyenne des indices, on la calcule autrement. La moyenne des indices, comment on fait? Pour chaque bien, on calcule son indice. Toujours période T par rapport à T0, T1 par rapport à T0. L'indice des tomates, j'ai calculé l'indice de lait pour chaque bien, l'indice de thé et l'indice de la farine. Toujours T sur T0. Alors 5 pour le premier bien, j'ai divisé 5 par 2,5. J'ai calculé l'indice simple pour chaque bien. 5 divisé par 2, 5. Ici, j'ai divisé 8 par 2,45. Divisé 40 par 12. J'ai divisé 30 par 15. Voilà ce que j'ai fait ici. Et j'ai multiplié par 100. Une fois que j'ai terminé, j'ai cherché l'aspect des prix. C'est à ce moment-là que j'ai calculé l'aspect des prix. Alors, tout simplement en faisant la moyenne des 4 biens. La moyenne, c'est-à-dire la somme de toutes les valeurs trouvées divisé par 4. Ça m'a donné ce résultat. Vous voyez, les résultats sont différents. L'indice des moyennes, son résultat est différent de la moyenne des indices. Alors, s'il vous plaît, l'exercice est très facile. Je vous demande de refaire cet exercice chez vous quand on aura terminé la séance, si vous voulez. Comment on calcule l'indice des moyennes? Je vais montrer ici comment. Voilà finalement comment j'ai fait. La moyenne des indices, voilà comment j'ai fait. Là, j'ai commencé par calculer les moyennes, alors que là, j'ai cherché les indices de chaque bien. Et à la fin, on calcule leurs indices respectivement. L'aspect prix, l'aspect prix. Alors, voilà, je pense qu'on a terminé avec la partie sur les indices. On a terminé ce chapitre-là. On a vraiment terminé les indices. On va pouvoir démarrer, si vous voulez, une autre partie ou bien un autre chapitre qui porte sur l'ajustement. C'est un autre chapitre. C'est l'un des derniers presque chapitres. Il nous reste à faire ça, ce chapitre-là. Il nous reste un chapitre sur la corrélation. Voilà. Il ne reste pas grand-chose. On a fait, si vous voulez, 80% du programme, c'est déjà fait. 80%. On va pouvoir très prochainement terminer le programme. Alors là, justement, d'un nuage de points par la méthode des montres carrées. Il faut retenir ce titre, il est très important. On va chercher à ajuster un nuage de points, comme celui-là que vous regardez sur le schéma. Voilà un nuage de points, par une méthode que l'on appelle, c'est la méthode des montres carrées. On va étudier deux éléments, voilà le détail. J'agrandis un petit peu la page. La régression par la méthode des montres carrées, on va étudier l'ajustement. Alors, je vous explique le problème. Généralement, on aura dans ce genre de chapitre, ou bien dans l'ajustement, on aura affaire à deux variables, la variable x et la variable y, que l'on peut représenter par un nuage de points, comme ici. Vous voyez, c'est comme si à chaque fois on travaille avec la variable x qu'on porte ses valeurs sur l'axe des x, sur cet axe, et on a une variable y qu'on va porter ses valeurs sur cet axe qui est là. On va chercher à établir les points qui relient x à y. Supposons que vous avez un tableau chiffré. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir à travers des exemples.
un tableau chiffré, x prend des valeurs, par exemple pour x égale 1, y égale 1, je marque le premier point. Pour x égale 2, y égale 3, je marque un deuxième point. Pour x égale 5, y égale 7, je marque un point. J'aurai un ensemble de points que l'on appelle par un nuage de points. Vous comprenez la problématique? Donc, on a un nuage de points ici qui relie les valeurs de x aux valeurs de y. Alors, ce nuage de points, tous ces points qui sont là, l'ensemble, ça s'appelle un nuage de points. Un nuage de points. C'est-à-dire un ensemble de points. Alors, ce nuage de points, il peut prendre plusieurs formes. Premier cas, ici, dans le titre, j'ai noté, il peut prendre la forme d'une ligne droite. Ça veut dire les nuages sont alignés au point que je peux même tracer une droite qui représente l'ensemble de ces points. Ils sont alignés, ils sont regroupés. C'est comme si ils sont regroupés et que je peux les représenter sur une droite. Voilà le premier cas. On peut avoir plusieurs formes. On peut avoir le nuage de points sous d'autres formes, comme ça. Ou encore sous forme exponentielle, comme ça. Alors, exponentielle ici, y égale a exponentielle quelque chose. Sous forme logarithmique, voilà la représentation. Là, c'est juste pour avoir une idée. On ne va pas vous demander le jour de l'examen de tracer des graphiques sous forme exponentielle, sous forme. C'est juste pour vous dire que le nuage de points peut avoir plusieurs formes. Soit aligné sous la forme d'une droite, soit sous forme exponentielle, soit sous forme logarithmique, ici. Je continue. Ou encore sous forme inversible, A sur X. Voilà la forme du nuage de points. Mais, quelle que soit la forme, exponentielle, regardez la suite. Y, la fonction, qu'elle soit sous forme exponentielle, ou bien sous forme logarithmique, ou bien sous cette forme, A sur X, dans tous les cas, il faudra effectuer un changement de variable et se ramener à l'équation d'une droite. Il faut toujours ramener sous la forme d'une droite, c'est-à-dire effectuer un changement de variable et se ramener à l'équation d'une droite, comme je l'ai fait ici. Au lieu d'avoir une forme exponentielle, j'ai fait un changement de variable et j'ai ramené l'équation sous forme d'une droite. L'équation d'une droite, l'équation d'une droite. Bon, bref, tout ça, il faut juste comprendre le principe. Alors, par la suite, en fait, il y a tout un ensemble d'explications. Je vous laisse la lire chez vous. Alors, généralement, au lieu de vous expliquer tout ceci, ce n'est pas nécessaire. C'est juste je montre comment on se ramène à l'équation d'une droite. C'est pas la peine de trop tarder ici. Je vais directement vers le but que je veux. Voilà. Généralement, l'équation d'une droite s'écrit de la forme y égale ax plus b. Normalement, l'équation d'une droite, prenez un bout de papier s'il vous plaît. Vous notez l'équation d'une droite, généralement c'est y égale ax plus b. Y égale ax plus b. Notez-le sur un bout de papier. Alors, les inconnus de cette droite sont le paramètre a et le paramètre b. D'accord? Le paramètre a et le paramètre b sont l'équation de la droite. Ce sont les inconnus de la droite. Alors, généralement, pour calculer les inconnus, le paramètre a, voilà la formule. Il faut retenir cette formule-là. On l'appelle formule développée. C'est-à-dire, après démonstration de ce qui est déjà fait, là, on arrive vers cette formule. Moi, je vous demande de retenir juste cette formule qui est là. Par définition, le paramètre a égale sigma x et y moins n x bar fois y bar, le tout divisé par ceci. S'il vous plaît, je répète,
quand on a un nuage de points, généralement, la fonction qui représente ce nuage de points, c'est y égale ax plus b. Je vous demande de noter sur un papier comme quoi on a y égale ax plus b. Les paramètres inconnus de cette équation, c'est le paramètre a et le paramètre b. Alors la question, comment calculer le a et comment calculer le b? Voilà la formule de a. Voilà sa formule. D'ailleurs, on va prendre un exercice et on va essayer d'appliquer cette formule. On a les valeurs de x et on aura les valeurs de y. Le reste, on va pouvoir le calculer à travers notre tableau qui est chiffré. Cette formule, c'est la formule développée de A. Il y a une autre formule de A, c'est la formule de définition. Voilà une autre formule qu'on appelle par formule définition de A. Alors, vous avez deux formules. Vous utilisez le jour d'examen une seule. Hein? Vous avez le choix entre les deux, mais vous allez utiliser une seule. La formule qui vous paraît facile, eh bien, vous l'appliquez sur votre exercice. Alors, c'est sigma x et mon x bar qui multiplie y et mon y bar, le tout divisé, voilà le bar, divisé par sigma x et mon x bar au carré. Cette formule, on l'appelle formule de définition de A. Il faudra retenir cette deuxième formule. C'est la formule de définition. Alors voilà, il nous reste un seul élément. C'est le paramètre B. Comment calculer le paramètre B? Parce que dans l'équation y égale ax plus b, on avait dit qu'il y avait deux paramètres, le paramètre A et le paramètre B. Alors, quelle est la formule du paramètre B? Le paramètre A, je vous ai donné deux formules. La formule développée et la formule de définition. Alors, le paramètre B, il y a aussi une formule pour le paramètre B. Je reviens sur... il doit exister dans les pages précédentes peut-être. Je cherche le paramètre B. S'il existe sur cette page. Paramètre B, la formule doit être quelque part. Je vais sur la page précédente. Paramètre, voilà, elle est là, regardez, elle est là. Voilà la formule du paramètre B. Il faut retenir juste cette formule qui est là. Quand j'agrandis la page, c'est y bar, B égale y bar moins ax bar. C'est y bar, la moyenne de y, moins a qui multiplie la moyenne de x. X bar. X bar, ça veut dire la moyenne. S'il vous plaît, vous retenez aussi cette formule. C'est la formule de B. B égale, je répète, B égale y bar moins ax bar. C'est noté? Bien. On va faire un exercice tout de suite et on va appliquer les formules, la formule de A et de B. Exercice. Exemple. Ajuster par la droite des moindres carrés, le nuage statistique dont les coordonnées cartésiennes des points sont respectivement données par l'exercice. On vous donne les valeurs de x, on vous donne les valeurs de y et on vous dit ajuster par la méthode des moindres carrés. D'accord? Eh bien, tout simplement, on sait que y égale ax plus b. Regardez, la droite d'ajustement a une équation de la forme y égale ax plus b. Les deux paramètres inconnus sont le paramètre a et le paramètre b. Toujours, c'est le même problème dans tous les exercices concernant l'ajustement. Chaque fois qu'on vous donne un exercice de cette manière, avec deux variables, les valeurs de x et les valeurs de y, et on vous dit ajuster par la méthode des moindres carrés, eh bien tout simplement, il va falloir écrire comme quoi la droite d'ajustement elle a une équation de cette forme où
Les inconnus sont le paramètre A et le paramètre B. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez dire, on cherche le paramètre A par cette formule. Voilà, j'ai choisi par exemple la formule de définition, cette formule qui est là. On l'appelle formule de définition. Je la pose, la voilà, et je l'applique sur mon exercice. J'ai besoin de calculer quoi? J'ai besoin de calculer x bar et j'ai besoin de calculer y bar d'abord. Hein? Alors, x bar, normalement, c'est la somme des xi sur n. Regardez, x bar. Voilà la formule. C'est la somme des xi. Normalement, x bar, c'est sigma xi ni fois l'effectif, normalement. Vous vous rappelez, au début de l'année, j'avais dit x bar, c'est sigma xi fois le ni. Or, ici, le ni est toujours égal à 1. Quand on ne vous le donne pas, ça veut dire 1 figure une fois, la valeur 3 figure une fois. C'est à chaque fois 1, 1, 1. Le ni prend toujours la valeur 1. Pour 5, il figure une fois. Pour le 7, il figure une fois. Quand on ne vous donne pas le ni, ça veut dire le ni prend toujours la valeur 1. Donc, il n'influence pas la série. Finalement, xi fois 1, c'est toujours xi. C'est pourquoi j'ai simplifié ma formule ainsi. X bar, c'est sigma xi sur grand N. Alors, N, on a 6 valeurs. N, c'est 6 valeurs. Ou bien, si le petit n prend la valeur 1, 1, vous les comptez, vous les rassemblez, ça vous donne 6. Donc, grand N égale à 6. Donc, sigma xi, c'est 30, divisé par grand N. Le grand N, c'est le sigma des ni. Les ni, ils prennent à chaque fois la valeur 1, 1, 1, 1 jusqu'à la dernière. Ça me fait 6 valeurs, 6. Voilà le x bar. La même chose pour y bar. C'est le sigma yi, c'est-à-dire le sigma de toute cette colonne, c'est 24. Je note 24 qui divise 6. Donc voilà x bar, voilà y bar. J'ai calculé les moyennes. J'ai calculé x bar, j'ai calculé y bar. Je continue. Dans ma formule, qu'est-ce qu'on me dit? Il faut calculer xi moins x bar. Voilà xi moins x bar. Ici, c'est cette colonne qui est là. Je retranche de xi la valeur de x bar, c'est-à-dire 1 moins 5. X bar, c'est 5. 1 moins 5, ça me donne moins 4. Non. Le même travail, je continue. Xi moins x bar, c'est-à-dire 3 moins 5. X bar, c'est 5. 3 moins 5, ça me donne moins 2. 5 moins 5, 0. Voilà, je porte la valeur 0. Je fais jusqu'à compléter toute la colonne. Je retranche à chaque fois la valeur de x et de x bar. 9 moins 5, 5 moins 5. Et j'obtiens toute la colonne qui est là. Le même travail pour y. On me donne y moins y bar. Tous les éléments de la formule doivent figurer sur mon tableau. Y bar. Ben voilà la colonne qui est là. Y c'est 8. Je retranche la valeur de y bar qui est de 4. 8 moins 4, ça me donne 4. 6 moins 4, ça me donne 2. 3 moins 4, 6 moins 4, 1 moins 4 et 0 moins 4. Voilà toutes les valeurs qui sont là. J'ai besoin de quoi encore? Xi moins x bar au carré dans la formule. Xi moins x bar, je l'ai déjà calculé. Voilà la colonne. Je dois juste l'élever au carré. C'est cette colonne qui est là. J'appelle ça xi. Si je l'élève, ça s'appelle x bar. Donc, toute cette colonne qui est là, je dois l'élever au carré.
Moins 4 au carré, c'est 16. Moins 2 au carré, c'est 4. Etc., etc. J'obtiens la dernière colonne qui est là. J'ai tous les éléments de la formule. Alors, on me dit, je dois appliquer cette formule. Alors, ça, je l'ai appelé grand X. Ça, je l'ai appelé grand Y. Alors, XI fois Y, ça fois ça m'a donné cette colonne qui est là. J'ai appelé, je répète, j'ai appelé tous ces éléments par grand X. J'ai appelé tous ces éléments par grand Y. En multipliant XI par Y, j'obtiens, voilà les valeurs de X qui sont là. Voilà les éléments de Y. Vous les multipliez. 4 fois moins 4, c'est moins 16. 2 fois moins 2, c'est moins 4. Moins 1 fois 0, c'est 0, etc., etc. Finalement, si je vais appliquer ma formule, le total, le cumul de ça, c'est le total de cette colonne qui est là. Le sigma, ça veut dire le cumul. Le total, c'est moins 28, qui divise le cumul de ça, c'est-à-dire cette colonne qui est là. C'est moins 28 qui divise 40. Je l'ai appliqué ici, dans la formule, je l'ai appliqué en bas. Ça m'a donné, je pense, moins 0,7. Ça doit être moins 0,7. Voilà le paramètre A que j'ai calculé. C'est moins 0,7. Qu'est-ce qui me reste à calculer? Le paramètre B. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Le paramètre B, il doit figurer sur la page précédente. Voilà. Paramètre B, par définition, B égale Y bar moins A qui multiplie X bar. S'il vous plaît, cette formule, j'ai calculé le paramètre A, il me reste à calculer le paramètre B. Par définition, B, c'est Y bar moins AX bar. J'applique cette formule. Y bar, je l'ai déjà calculé. C'est la valeur qui est là. Ça doit être combien? Voilà. B égale à 4. Ici, Y bar. Pardon. Y bar, non, il est là, c'est là. A, le paramètre A, c'est moins 0,7. B égale Y bar moins AX bar. Y bar, c'est 4. Moins le paramètre A, je l'ai calculé, c'est moins 0,7. OK? Qui multiplie X bar. X bar, je l'ai calculé, c'est la valeur qui était là, égale à 5. Je remplace chaque terme par sa valeur. On a tout calculé. Pour trouver la valeur de B, il suffit de remplacer chaque terme par sa valeur. On a tout calculé. Y bar, c'est déjà calculé. Le A, on l'a déjà calculé. Et le X bar, on l'a déjà calculé. Vous multipliez les trois valeurs et ça vous donne un résultat, le suivant. B égale 7,5. Si vous multipliez les trois valeurs, vous aurez 7,5. Voilà la valeur qui est là. Finalement, Y égale à X plus B, j'ai remplacé chaque terme par sa valeur. J'ai remplacé A par sa valeur. Regardez. Y égale à X plus B normalement. Y égale à X plus B. J'ai remplacé A par sa valeur, voilà, et B par sa valeur. Voilà, j'ai ajusté le nuage de points par cette droite Y égale à ça. On vous demande de tracer cette droite. Eh bien, il suffit d'avoir 2 points pour tracer la droite. Mathématiquement, on dit, pour tracer une droite, il nous faut 2 points. Vous donnez X la valeur 0 ici, vous aurez Y égale 7,5. Voilà le premier point. X égale 0, Y égale 7,5. Voilà le premier point, il est là. Je marque le premier point ici.
Il me reste encore un deuxième point. Je donne à y la valeur 0. Je donne à y la valeur, je peux tirer la valeur de x. Elle doit être peut-être là, sur un des points de cette droite. Ça doit être ici. Je joins les deux points pour donner une fois x la valeur 0 et une fois y la valeur 0. Vous aurez deux points. Avec ces deux points, vous les marquez ici et vous allez les joindre par une droite. Voilà la droite. Donc, on a ajusté le nuage de points par cette droite qui est là. Et on a même pu tracer la droite. Il suffit d'avoir deux points. J'ai dit, vous donnez une fois x la valeur 0, vous aurez la valeur de y, et vous donnez à y la valeur 0, vous obtenez la valeur de x. Avec ces deux points, vous tracez votre droite qui est là. OK? J'espère que vous avez compris. Il y a un deuxième exemple qui est là. Je fais avec vous cet exemple. Et il va nous rester un seul chapitre quand on aura fait ce deuxième exemple. Il va nous rester un dernier chapitre du programme. Il va nous rester un seul chapitre pour... Il est rapide aussi. On va pouvoir le faire en une séance. Elle est largement suffisante pour terminer le programme. Il nous reste peut-être une séance ou deux pour terminer le programme. Alors, je fais encore avec vous un deuxième exemple sur l'ajustement. L'ajustement par une droite. Mais en appliquant l'autre formule de A. Parce que pour déterminer A, j'ai donné deux formules. La formule de définition et la formule développée. Là, dans cet exemple 2, j'utilise la formule développée. Dans l'exercice 1, celui-là, j'ai utilisé la formule de définition. Dans ce deuxième exemple, j'utilise l'autre formule, c'est-à-dire la formule développée. Voilà la formule développée. On vous donne cet exercice, on vous dit ajuster ce nuage statistique par la droite d'ajustement, par une droite d'ajustement. Eh bien, j'utilise les formules qu'on m'a données dans le cours. Voilà la formule de ben, faisons-le. On a besoin de quoi? On a besoin de calculer x bar. On a besoin de calculer y bar d'après cette formule. On a besoin d'élever x bar au carré. Et on a besoin de multiplier xi, chaque valeur de xi par yi. Voilà le tableau de calcul. Voilà le tableau de calcul. Vous voyez? Je forme mon tableau de calcul. Je porte toutes les valeurs de x ici. Je porte toutes les valeurs de y là. D'après la formule, j'ai besoin de multiplier xi par yi. Et d'après la formule, j'aurai besoin de xi au carré. Regardez votre formule. D'ailleurs, la voilà, regarde. Cette formule qui est là. J'ai besoin de multiplier xi par yi. Voilà la colonne qui va avec. J'ai besoin d'avoir xi carré. Voilà le tableau de calcul. Voilà la colonne de calcul. Vous suivez? Et j'ai besoin de calculer x bar et y bar. Voilà leur calcul. Voilà la définition. Sigma xi, c'est le total de la colonne qui est 660. Et j'ai 9 valeurs. Le xi, le grand N, c'est 9 valeurs. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à 9. Ça vous donne 9. La formule de y bar. Sigma yi, c'est le total de la colonne. 266. Voilà. Je divise par 9. 9 valeurs. Voilà x bar, voilà y bar. J'ai besoin, dans la formule de x bar au carré, c'est-à-dire ce x bar que j'ai trouvé, c'est 73,33 au carré, ça me donne ça. Le x bar au carré, et j'élève cette valeur que j'ai trouvée au carré. Elle est là. Alors ensuite, que dois-je faire? Eh bien, je remplace
Dans la formule, chaque élément par sa valeur. J'ai tout calculé, regardez. J'ai tout calculé. Voilà ma formule, je remplace. Sigma x bar y bar, ici. Bon, c'est-à-dire, on a cette valeur. Tout simplement, veuillez m'excuser, je regarde ma formule sur mon cours. Sigma x bar fois y bar. C'est-à-dire qu'il suffit de multiplier la valeur de 73 par 29 qui est là. Vous multipliez les deux valeurs, vous prenez votre calculatrice, vous multipliez les deux valeurs, vous trouverez cette valeur qui est là. OK? Moins n. N, on a 9 valeurs dans le tableau. N, à chaque fois, c'est 9. On a 9 valeurs. X prend 9 valeurs. Y prend 9 valeurs. Donc, on a 9 valeurs. N, c'est 9. X fois Y, le total de X fois Y, il est là. Regardez votre colonne. Le sigma veut dire le cumul. Non, attendez, pardon. Non, regardez, il y a un petit problème. Le bar qui est là, c'est sur X bar et Y bar. Pardon. La formule est déplacement. Lorsque le document a été transformé en PDF, il y a un petit changement dans les... Certaines choses se sont déplacées, notamment, là, c'est X bar est là, et le bar qui est là, c'est de Y bar. C'est X bar fois Y bar. S'il vous plaît, les deux petits bars qui sont là, c'est le X bar et Y bar. C'est 73 fois 29, les voilà. Et sigma x et y, normalement, il n'y a pas de barre. Sigma x et y, c'est le total qui est là. Voilà, je l'ai pris ici. Le total de la colonne, je l'ai repris ici. Faites attention à la formule, s'il vous plaît. Vous prenez un stylo, vous mettez sur la page 79. On est à la page 79. Hein? On est à la page 79. C'est sigma x et y i moins n qui multiplie le x bar là, et ce petit bar, c'est de y bar. C'est-à-dire la moyenne de x qui multiplie la moyenne de y. Voilà, j'ai remplacé chaque terme par sa valeur, les voici, qui divise sigma x i carré, le cumul de x i carré, le cumul, il est là. Je l'ai repris ici. Moins n, c'est 9. X bar carré, voilà sa valeur. Je l'ai repris ici. Donc, dans la formule, j'ai remplacé chaque terme par sa valeur. On a tout calculé. On a le tableau de calcul. Et on a X bar, Y bar, on a X bar au carré. On a tous les calculs sont déjà faits. Dans la formule, j'ai remplacé chaque terme par sa valeur. Ça m'a donné, finalement, après calcul, A égale moins 0,11. On doit calculer normalement le B. Là, il y a un calcul direct. Vous posez votre formule normalement. B égale Y bar moins AX bar, c'est la formule. Je répète. B égale Y bar moins AX bar. Je remplace chaque terme par sa valeur. Ça me donne 37,62. Là, il n'y a pas le détail, mais ça doit vous donner un paramètre B égale 37,62 en appliquant la formule B égale Y bar moins AX bar. Donc, on a ajusté la droite par le nuage par cette droite qui est là. AX plus B, c'est-à-dire A prend la valeur moins 0,11 et le B prend la valeur 37,62. J'espère que vous avez compris.
Le nuage de points a été ajusté par cette droite qu'on vient de déterminer. Y égale AX plus B. Avec A égale moins 0,11, on a calculé, et le B égale 37,62. On peut vous demander de tracer cette droite dans un plan cartésien. Il suffit d'avoir 2 points, comme je l'ai déjà dit. Avec 2 points, je peux tracer ma droite. Je donne à X la valeur 0 ici, j'aurai Y égale 37,62. Et je donne à Y la valeur 0, je tire la valeur de X. Et je peux tracer ma droite sans problème. D'accord? Alors, il nous reste un seul chapitre, c'est la liaison entre deux séries statistiques. Le coefficient de corrélation. Regardez. On a terminé le chapitre sur l'ajustement. On a terminé le chapitre sur l'ajustement. OK? Il nous reste un seul chapitre qu'on va pouvoir faire peut-être même en une seule séance. Parce que c'est très rapide et c'est très facile. On va étudier la liaison entre deux séries statistiques, le coefficient. Pour étudier cette liaison, on cherche ou bien on calcule le coefficient de corrélation. Mais avant de calculer ce coefficient, on est obligé d'étudier les points suivants. Qu'est-ce que ça veut dire la covariance? Ensuite, on va passer vers le coefficient de corrélation. On va étudier le coefficient de détermination. 3 points. Covariance, corrélation, détermination. Il y a 2 coefficients. Le dernier se déduit de celui-là. Le détermination se déduit. On va voir que dans sa formule, il se déduit de la formule de la corrélation. On va étudier 3 points. On pourra peut-être commencer juste une petite introduction. Hein? On peut commencer une petite introduction. On ne va pas trop tarder. Juste, on va lire cette petite introduction pour avoir une idée sur qu'est-ce que ça veut dire que la corrélation. J'agrandis la page. On va juste lire cette petite introduction, pas plus. Le coefficient, alors, tout le chapitre porte sur la corrélation. Et quel est l'indicateur qui représente cette corrélation? C'est le coefficient de corrélation. Alors, on vous dit, le coefficient de corrélation donne une mesure de la liaison entre deux variables ou davantage. C'est-à-dire, on peut avoir 2 variables, comme on peut avoir 3 variables, comme on peut avoir plusieurs variables. Donc, ce coefficient, il mesure la liaison entre les variables. Est-ce qu'il y a une forte liaison? Est-ce qu'il y a une faible liaison? Ou bien est-ce qu'il n'existe pas de liaison? Alors, dans notre programme, on se limite à 2 variables. On cherche la liaison entre 2 variables et pas plus. Alors, j'ai noté ici, dans le cas où l'on n'envisage que 2 variables, le coefficient de corrélation linéaire simple qui peut exister entre elles pour l'ensemble des observations d'un échantillon, il est noté par R. Ce coefficient, on le note par R. C'est très important. Quand on veut calculer ce coefficient, on met R égale. On cherche le R, il est noté par R. Alors ce R, quand on le calcule, il peut être négatif, comme il peut être positif. Comme il peut être égal à 1, on va voir plusieurs cas. Quand on le calcule, il peut être négatif. Il prend une valeur négative. C'est l'indication que X et Y varient en sens inverse. Si vous trouvez que R égale quelque chose de négatif, on dit que X, en termes d'interprétation, on dit que X et Y. On peut vous donner le jour de l'examen des questions dans ce genre. On vous dit, on a calculé le R, qui est le coefficient de corrélation, il est négatif. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Eh bien, il faut dire que X et Y varient en sens inverse.
J'ai donné un exemple. S'agissant d'une marchandise, tel est le cas de la quantité demandée et du prix. Généralement, quand le prix augmente, la demande baisse. C'est la relation inverse. On dit que leur R, il doit être négatif. Alors, je répète, j'ai pris cet exemple. Quand le prix baisse, la demande augmente. On dit qu'il y a une relation inverse. Le R doit être dans ce cas négatif. Je prends un autre cas. Si je trouve le R positif, je calcule le R, je trouve une valeur qui est positive. Cela veut dire que X et Y varient dans le même sens. C'est l'offre et le prix. C'est l'exemple de l'offre et le prix. C'est-à-dire quand le prix augmente, non. Quand l'offre augmente, plutôt l'inverse. Quand le prix augmente, l'offre augmente. Là, c'est le même sens. Si le prix d'un bien augmente, ça veut dire que l'offre, le producteur, va encore offrir parce qu'il gagne beaucoup. Lorsque le prix augmente, ça veut dire qu'il va gagner. Et s'il gagne, il est tenté d'offrir plus. Donc, si le prix augmente, l'offre augmente. Donc, on dit que le prix et la quantité augmentent, varient dans le même sens. Leur R, il est positif. On aura l'occasion aussi de faire des exercices, certainement. On va calculer R et on va interpréter le R à travers l'exercice. On va le voir, Inch'Allah, la semaine prochaine. Là, c'est juste une petite introduction pour avoir une idée sur le R, les valeurs de R. Votre question, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez la reposer? Je viens d'avoir une petite question qui a été posée par un étudiant. Voulez-vous reposer votre question, s'il vous plaît? Quelqu'un qui m'a posé une question et je n'ai pas réussi à la lire en complet. Si vous voulez reposer votre question, je pourrais vous répondre. Bon, je continue le cours. Alors, on vous dit ici, il arrive qu'une corrélation parfaite entre les deux variables x et y, ceci et soit positive. Alors, lorsque le R est égal à 1, on dit que la relation est parfaite entre x et y. Parce que le R, le maximum de R, c'est 1. Le R ne dépasse jamais 1. Sa valeur ne dépasse jamais 1. Elle est comprise entre 0 et 1. La valeur de R est toujours comprise entre 0 et 1. Si elle est égale à 1, c'est le maximum. Ou bien moins 1, c'est la plus petite valeur. Si R égale à 1, on dit que la relation est parfaite. Si elle est négative, alors la relation parfaite peut être soit R égale à 1, soit égale à moins 1. Ces deux éventualités se rencontrent rarement. Mais plus de R est proche de 1 plus moins 1, plus la liaison est linéairement positive ou négative. Si R égale 1, c'est une relation parfaite entre les deux variables. Si R égale moins 1, c'est aussi une relation parfaite, mais négative. OK? Par la suite, on vous dit, si R égale à 0, il n'existe aucune relation entre X et Y. La relation est nulle. La liaison est nulle. Si vous calculez le R et que vous trouvez qu'il est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a aucune relation ou bien aucune liaison entre X et Y. D'accord? On dit que X